je suis très heureuse de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle qui réunit pour la première fois 2 cérémonies emblématiques et 2 univers complémentaires. Celui de l'innovation média et celui de la création éditoriale du livre. Ensemble, nous allons célébrer ce qui fait la force et la richesse de ces 2 mondes. L'audace, la créativité et la capacité de se réinventer. Cette édition est particulièrement symbolique. C'est la première fois que nos 2 cérémonies se tiennent ensemble, mais aussi la première fois que nos 2 salons, Presse et Médias au Futur et Creative Book, s'unissent sous le même toit. Un rapprochement évident tant le livre, la presse et les médias vivent aujourd'hui des mutations parallèles. La fréquentation de cette première journée le confirme. Qu'il soit imprimé, filmé, audio, data, augmenté ou hybride, qu'il soit diffusé en kiosque, en librairie, en podcast ou sur nos écrans, un contenu n'a qu'une raison d'être, raconter le monde et toucher un public. Et à l'heure où l'intelligence artificielle accélère tout, les contenus, les outils, les audiences, jamais l'innovation n'a été aussi nécessaire. Vous allez découvrir des projets qui prouvent que l'avenir du livre et des médias se construit maintenant. Ce soir, nous célébrons ceux qui osent, explorent et prennent le risque d'inventer quand tout pousse à la prudence. Vous êtes la démonstration vivante que nos filières sont solidaires, résilientes et visionnaires. Pour les trophées de l'innovation presse et médias, ce sont vos solutions marketing, stratégiques et managériales qui vont être récompensées. Elles ont été élues par les visiteurs du salon, ce qui donne à ces distinctions une valeur toute particulière. La Nuit du Livre, elle, met à l'honneur le travail de l'ombre, la rigueur, le savoir-faire, et cette magie artisanale qui transforme une idée en un objet unique, le livre. Éditeurs, imprimeurs, graphistes, fabricants, auteurs, designers, le livre n'existe que grâce à vous. Avec 150 candidatures, 5 catégories seront distinguées, avec une mention spéciale en catégorie Beau livre, un choix particulièrement serré qui rappelle que le livre demeure un objet d'art, un objet de luxe, un objet de désir. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires, exposants et sponsors, sans qui cette soirée n'existerait pas, et en particulier Elisabeth Sutton pour son accompagnement sur Creative Book. Toutes les organisations professionnelles pour leurs conseils et leurs réflexions stratégiques. Broadcast Associés pour la réalisation de cette cérémonie. Et bien sûr, toute l'équipe de Dot Events qui a œuvré avec une énergie incroyable pour préparer cette soirée. Grâce à vous tous, j'ai un peu l'impression d'être Astérix, au milieu d'un village gaulois, luttant un peu moins seul et défendant farouchement mon indépendance transmise il y a quelque temps par Obélix. Quelques informations importantes pour le déroulement de la soirée. Merci de respecter le silence pendant les remises de prix, afin que chaque lauréat puisse profiter pleinement de son moment et que tous puissent entendre les présentations et annonces. Vous pourrez retrouver l'ensemble de la sélection des projets et des lauréats de la Nuit du Livre dans le livret officiel qui vous sera remis à la fin de la cérémonie à l'entrée du dîner et dont le papier a été fourni par Barkey et Winter et imprimé par la Ballerie. Enfin, n'hésitez pas à partager vos moments de la soirée sur les réseaux sociaux. Cela soutient les lauréats, met en lumière les projets et valorise tout l'écosystème. Vous pouvez utiliser les hashtags officiels qui s'affichent. Pour les personnes qui auraient laissé leur voiture au parking de Newcap Center, vous pourrez récupérer votre voiture en passant par le boulevard Grenelle avec le code 12A34. Maintenant, place aux talons et que leurs innovations continuent de nous inspirer et de briller autant que la Tour Eiffel. Très belle soirée à toutes et à tous. Alors pour démarrer, nous allons démarrer avec une première catégorie qui concerne la presse. Il s'agit donc du lancement print de l'année. Et pour remettre ce prix, j'appelle le grand Léonce-Antoine Després, président directeur général d'ILD. Bonsoir Léonce.
Attention à la tête. Alors chaque année, on se retrouve pour faire le point sur toutes les actualités et ambitions d'ILD. Oui. Cette année, tu as lancé les étiquettes de Léonce, oui. Une filiale dédiée à l'impression d'étiquettes adhésives. Pourquoi avoir choisi cette diversification, Et y a-t-il d'autres nouveautés à venir ? Bonsoir à tous. Oui, les étiquettes, c'est un marché qui est plutôt en croissance, contrairement à la presse. Donc, c'était une petite... C'était, disons, une petite diversification pour se dire que quand on perdra un gros client, on aura peut-être plein de petits clients qui vont venir sur un secteur un peu différent. Et c'est vrai que nous, j'ai remarqué que les imprimeurs d'étiquettes se portaient plutôt bien, mais ils étaient à Bordeaux, Beaune ou en Champagne. Et nous, dans le Pas-de-Calais, on a plutôt de la bière. Donc, du coup, je me suis dit qu'on avait un petit marché sur la bière locale. Et on a acheté une petite machine numérique qui fait des étiquettes, une machine pour les découper. Et on a lancé ça il y a 3 semaines et ça se lance pas mal. On est content. Voilà. C'est bien, bravo. Et est-ce que tu penses un jour aller vers le livre ? Non. Non, c'est bon. Il y a beaucoup de monde qui en font déjà. Vous avez un beau salon là. Et, non, le livre, c'est pas notre métier. On est assez bon dans le magazine. On va rester bon dans le magazine et dans les on est content comme ça. Ouais. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Donc on va te remettre. Par contre, on a une nouvelle activité qui est... on a acheté une machine de piquer. Donc ça, c'est bien pour ceux qui cherchent des imprimeurs qui façonnent et qui routent. On a une capacité de plus pour faire de la pique. Et donc vous êtes les bienvenus pour faire des magazines de 500 à 100 000 exemplaires chez nous. Voilà. Pour ceux qui sont présents demain, ils le voir sur son stand. Très bien. Alors pendant qu'on va te remettre l'enveloppe, je vais rappeler les nommés. Et je rappelle aussi que chaque sponsor peut prendre une photo avec le lauréat près du photocall. Donc je pense que le photographe peut commencer à se rapprocher. Donc les nommés étaient Hérostyle et Eros Media. D'Eros Media, pardon. Minilou et Dora l'exploratrice de Prisma Media. Phosphore qui revient au papier par le groupe Bayard et le JD News du groupe Lagardère. Et le gagnant est HeroStyle de Heroes Media. Pour recevoir ce prix, j'appelle Philippe Abreu, CEO et directeur des publications d'Heroes Media. L'année dernière, vous avez repris VSD. Cette année, vous avez lancé HeroStyle, une nouvelle marque éditoriale dédiée aux hommes de caractère, curieux, libres et élégants, comme on peut l'apercevoir derrière nous. Ce magazine s'inscrit dans le style de Heroes en explorant l'art de vivre au masculin. Quelle est votre croyance vis-à-vis de la presse traditionnelle et quelle est la coexistence avec le digital ? Je te laisse répondre. D'abord, merci à toute la profession. Beaucoup de fierté. Nous, on a un petit groupe indépendant de Clermont-Ferrand, avec nos 9 titres, avec cette marque Heroes qu'on a développée en sortant montre, en sortant bateau autour de la moto et de l'auto. Et aujourd'hui, on est sur ce masculin-là qui, on espère encore de choses qui vont étonner le marché. Donc voilà, on croit fortement à la vente en kiosque, on croit fortement à la diffusion, on croit fortement, à des rédactions fortes, à des régies fortes. Donc je tiens à remercier d'abord toute l'équipe qui fait un travail extraordinaire tous les jours. Et on a aujourd'hui 24 parutions sur la partie Héros. Ça paraît rien, mais pour un petit groupe comme nous, il faut les produire. Et avec 200 pages, avec des produits de qualité, avec du papier de qualité. On est sur un book magazine et on va continuer à le faire malgré le contexte qui n'est pas simple. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est fortement bousculé, mais on s'accroche et on sera là encore dans l'avenir pour faire des nouvelles choses. Et on a cette chance d'être... Souvent, non, on a été primé quelques fois, donc on est vraiment ravis et beaucoup de fierté. Voilà. Vincent. Merci, merci à tous d'avoir voté pour nous déjà. Et voilà, dans la continuité de ce qu'a dit Philippe, on continue à développer la marque Heroes avec des projets de thématiques sur l'année 2026.
le numéro 2 du style va sortir le 11 décembre. On sort aussi le Snow Heroes le 11 décembre aussi. Voilà, donc on continue et merci à tous. Et on est né de la vente au numéro et on va continuer à croire et à soutenir la vente au numéro. Merci à tous et passez une bonne soirée. Merci. Je vous invite à aller prendre la photo pendant que nous passons à la catégorie suivante. Donc là, il s'agit d'une catégorie pour le livre, donc la littérature générale. Et pour remettre ce prix, j'appelle Pierre Barqui, président directeur général de Barqui Agency. Bonsoir Pierre. Bonsoir Dorothée. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pardon ? Ravi de t'avoir à mes côtés. Oui, moi aussi. Alors il y a 2 ans, lors de la dernière nuit du livre, nous parlions des difficultés du secteur. Nous avons sur Creative Book plusieurs exposants de papetiers et toi tu es à la fois sur le livre et la presse. Peux-tu nous dire comment se porte l'industrie du papier dans un contexte assez difficile actuellement et que faudrait-il faire pour y remédier ? Merveilleusement bien. Non, mais après, tout le monde traverse des zones de turbulence. Je crois qu'on n'est pas les seuls, que ce soit dans le livre ou dans la presse. La presse, on connaît les difficultés de la presse. Il y a à la fois un problème structurel sur la presse. Il y a le fait que tout nous amène aujourd'hui à ne pas lire sur du papier. Il y a beaucoup de choses qui nous éloignent du papier, les écrans, les tablettes, les smartphones, toutes ces choses-là nous éloignent de la lecture sur papier. Mais voilà, on va s'apercevoir qu'on est en hyperconnexion assez rapidement. D'ailleurs, je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui et j'ai bon espoir qu'on revienne au papier progressivement et que les gens se rendent compte que c'est important aussi de se déconnecter des écrans, même si les deux, moi je n'oppose pas les écrans et le papier, il faut les deux. Et je pense qu'on peut avoir de la communication multicanale, on peut lire sur un écran et lire sur du papier, mais il ne faut pas choisir entre l'un et l'autre, les deux sont archi complémentaires. Et est-ce qu'en parlant de complémentarité, quelle est selon toi la complémentarité entre le livre et la presse ? Ah, mais pour moi, c'est la lecture. La lecture sur papier, ils sont très complémentaires. C'est deux activités complètement différentes. Hein. On ne va pas comparer ni la littérature générale ou du livre de poche ou tout ce qu'apporte la lecture sur un livre. Mais la presse est très utile sur papier. Encore une fois, c'est une vraie déconnexion, c'est une concentration, c'est une lecture profonde. Ça n'a rien à voir avec la lecture sur écran. Et la presse et le livre ont toujours été complémentaires. Et le restaurant. Bien sûr. Très bien. Et ben, du coup, on va te donner l'enveloppe pendant que je vous rappelle les finalistes qui sont Arracher son secret à l'existence, La faiseuse d'étoiles et Sous les flocons de Manhattan. Alors, le gagnant est Arracher son secret à l'existence aux éditions L'Orme. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Lorenzo Flabi, directeur général, et Federici Solari, associé des éditions L'Orma. Alors, la collection Les Plis, comme... on va vous montrer... Non, super. Comme vous pouvez le voir donc, sur l'ouvrage, la collection Les Plis propose des petits livres reliés de petits formats, recouverts d'une jaquette qui se transforme en enveloppe. La 4e de couverture reprend un verso de carte postale avec des espaces pour l'adresse, un message court et même un timbre. Aussi bien la forme que le contenu est postal, puisqu'il s'agit de correspondances inédites en France. Il s'agit ici de celle de James Joyce avec Henrik Ibsen ou d'autres amis et collègues. La collection a été pensée selon des critères esthétiques et pratiques. L'idée est originale, le livre est élégant et le papier de qualité. Le résultat donne, comme vous pouvez le voir, un objet littéraire unique à collectionner ou à offrir. Est-ce que vous pouvez donc nous dire comment vous est venue une idée aussi belle ?
Tout d'abord parce qu'on ne recevait plus des cartes postales dans la boîte postale, on ne recevait que des amendes. On s'est dit, mais pourquoi ne pas aller reprendre cette habitude d'envoyer des lettres, des cartes postales par la poste normale dans l'époque des emails? Et donc, on s'est dit, à la place d'envoyer des lettres écrites par nous-mêmes, bien avant de l'intelligence artificielle, où on peut s'aider pour écrire de belles lettres, voilà, on a utilisé l'intelligence culturelle de ces gens-là. Par exemple, James Joyce, j'ai dit ces gens-là parce que toute la collection des plis reprend des épistolaires, des sélections d'épistolaires, dans la plupart des cas, comme vous avez bien dit, des inédits, donc des lettres inédites dans ce cas. Les lettres de Joyce, sauf les lettres qu'il a écrites à Ezra Pound, qui étaient déjà bien publiées en France. La plupart sont vraiment toutes inédites en français. Et donc, on peut envoyer les lettres de ces grands auteurs. Le défi, c'est celui de continuer à faire de la littérature dans sa façon plus traditionnelle, si on veut, parce qu'il a les lettres aussi. Le plus ancien de nos auteurs, c'est Voltaire. On arrive jusqu'au plein XXe siècle. Mais on passe à travers Baudelaire, Rilke, Virginia Woolf, Jane Austen, et pour 38 titres jusque-là, aux éditions Lorma. Et donc reprendre la littérature la plus traditionnelle de façon un peu innovante. Voilà. C'est un grand honneur d'être ici, hein, vraiment, dans cet endroit magnifique. Je vous remercie tous. Et toutes. Merci et bravo à vous. Alors, félicitations. Merci. Je vous invite à prendre une photo. Merci. Pendant que nous passons à la prochaine catégorie, il s'agit donc du lancement digital dans la presse. Et pour remettre ce prix, j'appelle Florent Epo, Chief Solution Manager de Dalim. Bonsoir. Bonsoir Florent. Ravi de t'avoir à mes côtés. C'est une première ici, alors que Dalim est un partenaire fidèle de notre haut salon, All for Content, dédié au contenu de marque. Tu y présentes chaque année ta plateforme collaborative et de production de contenu dédiée aux marques et à la grande distribution. Quel est le rôle de Dalim auprès des médias et des éditeurs de livres ? Bonsoir. Dalim, on est très fiers d'être là parce qu'on a un pied dans le print, on a un pied dans le digital. Et donc c'est ça, cet équilibre qui fait qu'on est là. Et on sert aujourd'hui aussi bien les photograveurs, les éditeurs, les imprimeurs, les marques. Et notre outil, Dalim ES, sert à fluidifier et automatiser la production de contenu pour toute sa population. Et donc, on est très content de remettre le prix du digital ce soir avec vous. Et bien justement, on va vous donner l'enveloppe pour nous révéler donc le lauréat, pendant que les finalistes s'affichent. Et je vous rappelle qu'il s'agissait de la plateforme Society Plus de Sopress, de la nouvelle appli pour Diverto, Madines lance Madines IA et Contexte et ses verticales Énergie et Europe. Et le lancement digital de l'année est attribué à Society Plus. Pour recevoir ce prix, j'appelle Eric Karnbauer, directeur général de Sopress. Bonjour. Excusez-moi de vous couper. Je suis Stéphane, journaliste à Society. Et c'était pour vous dire qu'à la rédac, on est fan. On suit votre travail depuis longtemps. Il n'aime pas qu'on lui parle quand il travaille. Ou alors je vous dis tout maintenant comme ça, après c'est réglé. En fait, c'est parce qu'à Society, on a lancé Society Plus, une plateforme de documentaire, et on adorerait que vous en soyez. Il y a juste un petit formulaire à remplir. Alors, c'est très simple, hein. C'est vraiment nom, prénom, numéro de sécu, adresse fiscale, bon, classique. Envoyez-lui un PDF, c'est plus simple. Bien vu. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Qui est partant? Par contre, j'aurais pas assez de formulaire pour tout le monde, hein. Le groupe Sopress a donc encore frappé. Pour les 10 ans de Society, vous avez donc lancé Society Plus, la plateforme de documentaire.
On y trouve des films, des séries, mais votre particularité par rapport aux autres plateformes est que tout ce que l'on peut voir sur Society+, s'est réellement passé dans la vraie vie. À la manière du magazine, vous y montrez des histoires fortes de politique, de société, de sport, de cinéma, d'engagement, et le tout pour 4,90 € par mois. Et à ce prix-là, vous offrez un abonnement mensuel à Society+. Allez-vous abandonner vos racines de la presse ? Bonjour, merci pour ce prix. Alors, on ne va pas abandonner le papier et nos racines de presse. En plus, comme je suis à table de Léonce, ça serait malvenu. Tant mieux, alors. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, juste une petite incise. À une époque où on parle beaucoup de liberté de la presse, je voudrais juste, avant d'aller plus loin, avoir une pensée pour mon camarade Christophe Glaise, qui est là dans sa prison ce soir à Tizi Ouzou. Et donc, il va passer une nuit, je pense, assez inquiète, son procès en appel va avoir lieu demain. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui et mes camarades de Sopresse, et vous aussi, j'en suis sûr, une pensée pour lui ce soir. Et après, juste rapidement sur cette idée qui est un peu effectivement farfelue, qui peut apparaître un peu éloignée de la presse. Elle n'est pas tant que ça de nous, parce que déjà on produit des documentaires, on produit de la publicité comme celle que vous avez pu voir avec un état d'esprit évidemment un petit peu d'humour noir, ça mange pas de pain. Mais voilà, on a tâtonné pendant très longtemps parce qu'on a fait un peu de digital, on a fait du podcast, on a évidemment des liseuses et des choses comme ça, mais on ne trouvait pas ni le modèle, ni la façon originale de se raconter, de pouvoir aller au-delà aussi, tout en étant cohérent sur des récits longs, sur des sujets qui nous intéressent. Et on n'a pas eu cette idée tout seul, donc j'en profite aussi pour remercier les gens de VOD Factory qui sont venus nous voir, parce que évidemment on n'a pas fait ça tout seul, parce que de toute façon on serait incapable de le faire tout seul. Donc on a réfléchi au modèle, au choix éditorial, et donc on a été trouvé près de 200 films, tous documentaires, donc c'est le réel, et on peut donc s'abonner effectivement sur cette plateforme. Quand on est en OTT chez nous, on a le magazine en plus, mais bon, quand on est sur Orange, Prime et toutes les autres plateformes, il n'y a pas le magazine. Mais merci en tous les cas pour ce prix. Ce sont les visiteurs du salon. Et vous êtes un bel exemple que la presse se tourne vers d'autres médias. Donc, je vous invite à aller prendre la photo pendant que nous passons donc à la prochaine catégorie. Donc, nous retournons sur le livre. Il s'agit de la catégorie Beau livre, livre d'art. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Vincent Servet, General Manager du groupe Matisse. Le voilà. Bonsoir Vincent. Bonsoir tout le monde. Alors chez Matisse, vous êtes spécialiste du marquage à froid et sublimez les ouvrages, prospectus ou tout autre support qui mérite de briller autant que la Tour Eiffel. Tout à fait. Quelle place occupez-vous aujourd'hui et quelle place pensez-vous occuper demain dans la chaîne de valeur du livre ? C'est une place de choix, j'ai envie de dire, parce qu'on a le gros avantage de parler à la fois aux éditeurs, au marketing et aux gens de la FAB, mais en même temps, on parle aussi aux prestataires qui sont justement les fournisseurs des éditeurs, dans le sens où, si vous voulez, nous intervenons principalement sur la couverture, les encarts ou les jaquettes, et de ce fait-là, on amène un savoir-faire, on amène des possibilités nouvelles en termes de création, en termes artistiques. Mais bien évidemment, on doit se faufiler un espace parce que dans ce chemin de la fabrication, il y a les contraintes techniques, de planning et bien évidemment de budget. Et ce sont des aspects que l'on discute avec les prestataires, avec les imprimeurs en particulier, même s'il y a toujours l'aspect créatif qui prend le dessus. Mais ça, ce sont des discussions que nous menons avec les éditeurs principalement. Et vous travaillez aussi avec la presse pour sublimer des magazines. Effectivement, ça nous arrive de parler avec la presse ou de travailler pour la presse également, même si on constate une petite diminution des volumes en termes de presse magazine. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie de se démarquer aussi au niveau des opérations spéciales ou sur certains titres, il y a effectivement des opérations qui se montent, tout à fait. Bon, écoutez, merci beaucoup. J'ai eu une belle conférence avec Isabelle justement sur le beau livre à ce sujet.
Donc on va vous remettre l'enveloppe pendant que je vous rappelle les finalistes de cette catégorie beau livre qui étaient Gothique, Onzon Zoufou et les Contemplations. Alors, dans la catégorie beau livre, livre d'art, c'est Onzon Zoufou, album illustré de la Materia Medica, aux éditions Citadelle et Masneau. Pour recevoir Sophie Chapelle, Marie Rocamora, éditrice, et Ingrid Boringer, responsable de fabrication de Citadelle et Masneau. Il faut dire que dans la catégorie beau livre, il y a eu beaucoup de candidatures et que ça a été très très difficile pour le jury de vous départager. Alors l'album illustré de la Materia Medica, ou Onzon Zoufou, a été achevé en 1828 et est une œuvre majeure de la botanique médicinale japonaise. Ce précieux recueil recense 2000 espèces de plantes sauvages, de variétés horticoles et d'espèces exotiques. Il se distingue par la qualité exceptionnelle de ses illustrations en couleur et parfois en double page. Cette édition de Citadelle et Masneau comprend les reproductions au format original de 800 planches d'un des rares exemplaires authentiques et presque complets subsistant au monde, celui du musée Guimet à Paris. En plus des 5 volumes, il y a un livre de commentaires illustrés qui explique l'histoire de Onzon Zoufou et son contexte, les différents types de plantes référencées dans l'ouvrage et leurs usages. Il comprend également les traductions en français des préfaces et une sélection de 80 notices auxquelles s'ajoute un index de 800 entrées botaniques. Ce coffret est une édition limitée et numérotée de 999 exemplaires, fait avec du papier Winter. Le jury a constaté avec plaisir que vous n'imprimez plus en Asie, mais en Italie. Pouvez-vous nous dire si un jour vous pensez qu'un tel ouvrage pourrait être imprimé en France ? Bonsoir à tous et merci beaucoup. Merci Vincent de nous avoir porté lauréat. Alors, on n'imprime pas qu'en Chine, hein, pas du tout. Vous n'imprimez plus. On n'a jamais trop non plus imprimé en Chine. Hein. On tient beaucoup à produire en Europe, en France et en Europe, en Italie. Et donc cet ouvrage a été produit à Vérone. Et pour répondre à votre question, je vais passer la parole à notre fabricante, que je remercie beaucoup d'avoir mené à bien cet énorme travail de livre exceptionnel. On fait un livre exceptionnel dans l'année de bibliophilie, souvent en rapport avec le patrimoine. Et donc, je pense qu'Ingrid va nous dire que non, on compte bien produire en Europe et en France pour ce type d'ouvrage. Et je pense que ça ne serait pas vraiment possible en Chine. Voilà. Je vais rectifier du coup, puisque il y a déjà eu 2 prix de la Nuit du Livre pour Citadelle et Masneau, enfin 3 d'ailleurs. Il y en a un seul qui a été produit en Asie, les 2 autres ont été produits en Italie. Nous avons fait un très beau livre en France, mais en fait on est limité par les capacités de reliure que l'on peut trouver en France sur des livres qui exigent d'y passer beaucoup de temps. C'est-à-dire que lorsqu'on va en machine, nous, on passe un temps considérable qui ne correspond pas tout à fait nécessairement à la façon de faire des imprimeurs français qui sont équipés de reliure. Donc c'est principalement pour ça qu'on va produire en Italie, où l'outil de reliure est beaucoup plus représenté. Il y a énormément d'ateliers de reliure là-bas. Voilà. Mais on y tient, on ne désespère pas, hein, on continue, on interroge toujours et on produit des livres plus simples en France. Voilà. Et alors par rapport à cet ouvrage, quel succès, parce que c'est très ciblé quand même, comment a-t-il été reçu et perçu du coup par les clients? Oui, voilà. On a un très bon accueil. Voilà, on est en pleine ascension. On espère que ça a très bien décollé pour le moment et on espère que ça va continuer. Voilà. On vous le souhaite alors. Il faut quand même mentionner que non seulement vous avez remporté le prix donc, du beau livre, mais vous avez également reçu le coup de cœur du jury pour votre ouvrage. Donc au nom de tout le jury, je vous souhaite mes plus sincères félicitations. Merci. Un grand merci, c'est adorable.
Oui, bien sûr. Allez, viens. Nous allons donc passer à la catégorie suivante. On passe donc sur la presse avec la meilleure innovation en diffusion. Et donc, je demande à Hélène Ritz de me rejoindre. Hélène Ritz, qui est présidente de l'agence Direct Éditeur et que vous pouvez applaudir très fort. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors que Monoprix a annoncé l'arrêt de la distribution de la presse dans ses magasins, Hélène, toi, tu as la conviction qu'il faut redynamiser la vente au numéro et donner les clés aux marchands de journaux de mettre plus en avant les titres de presse. Tu as mené avec l'agence Direct Éditeur une étude dont les résultats seront présentés demain matin sur le salon, et nous y attendons nombreux. Retail pour la presse, un canal indispensable qui doit être réinvesti. Sans trop nous révéler les résultats de l'étude, peux-tu nous dire en quelques mots les éléments clés pour sauver la vente au numéro et nous dire s'il y a un équilibre à trouver entre la presse, le livre et les autres articles? Alors, moi déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le marchand de journaux ou le marchand tout court est moderne et connecté. Alors ça se voit peut-être pas trop à Paris parce qu'il y en a de moins en moins. Le retail a été désinvesti par les éditeurs de presse, beaucoup. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Demain, donc, lors de cette conférence que j'anime d'ailleurs avec Jean-Michel Detchard ici présent, qui est le plus célèbre diffuseur de France, on va essayer de dialoguer, d'échanger avec des éditeurs qui n'ont pas démérité justement sur leur investissement sur ce canal retail, parce que c'est un canal qui est souvent rentable et qui est surtout la vitrine de tous les autres canaux. Donc il faut absolument le réinvestir. Et je voulais préciser aussi et dire à Jean-Michel que c'est à 10h, non, c'est à 9h, 9h demain matin, et pas à 10h, voilà. Et je serai accompagnée d'éditeurs qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Voilà. Et les marchands de journaux sont connectés, notamment à nos outils. Donc nous, on a des outils de marketing digital qui fonctionnent très très bien, qui sont utilisés au quotidien par la quasi-totalité des marchands de journaux, notamment notre appli, qui est la seule quasiment appli de la filière retail. Et de plus en plus d'éditeurs nous rejoignent et travaillent et développent leur vente au numéro grâce à ces outils, parce qu'ils sont bien sûr, ils sont présents, actifs, ils sont vivants, ils ont besoin qu'on les guide et ils ont besoin d'être animés. L'idée avec Jean-Michel, notamment demain, et d'autres éditeurs, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent vos meilleurs vendeurs. Voilà, là, je m'adresse aux éditeurs de presse. Voilà. Vous avez entendu, c'est demain à 9h au New Cap Event Center. Merci. On va te remettre l'enveloppe avant de découvrir le dernier lauréat de cette catégorie, puisqu'après nous allons passer donc à l'entrée. Je dis pas les lauréats? Ah pardon, pardon. Merci pour le rappel. Donc les nommés étaient La Provence en audio, le mercredi c'est l'équipe, l'alliance entre MLP France Messagerie et le SNDP avec la CIP, et Challenge crève le plafond de sa diffusion. Et le gagnant de la meilleure innovation diffusion est le magazine Challenge. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Claude Perdriel, président de Challenge, et Alain Semana, conseil en communication.
Merci. Monsieur Perdriel, au nom de toute l'organisation, c'est un immense honneur pour toute la profession de vous accueillir ce soir. Il est très délicat et périlleux d'adresser un discours d'hommage à un homme au-dessus de la mêlée. Vous avez consacré toute votre vie à un idéal de justice de gauche. Ce désir s'est traduit au travers de tous les titres que vous avez créés et dirigés. France Observateur, Le Nouvel Observateur, Notre Époque, Triba, Le Matin de Paris, Le Nouveau Cinéma, Rue 89, Challenge, Science et Avenir, Historia, L'Histoire, La Recherche, le magazine littéraire, avec Thierry Véret et d'autres que j'ai peut-être omis. Vous avez été un pionnier. Industriel, vous êtes le premier investisseur à vous lancer dans les médias, précurseur d'une époque, suivi par les Dassault, Arnaud, Niel, Kretinsky, Saadé et bien d'autres. Vous avez su consolider et relancer Challenge pour lui donner une position compétitive, faisant de ce titre une référence dans un marché concurrentiel. Votre diffusion deuxième semestre 2025, qui est en progression de 32% par rapport à 2024, et votre alliance inédite de diffusion de Challenge avec Nice Matin et le Télégramme Week-end le prouvent. Votre vision de la presse devrait rassurer les plus pessimistes. Je vous cite. « À l'avenir, la presse écrite cohabitera avec le numérique. La presse reposera sur un équilibre entre tradition et modernité, permettant de traverser les défis économiques du secteur. » Alors aujourd'hui, pour moi, vous resterez toute une histoire, puisqu'à 99 ans, permettez-moi de donner votre âge, vous vous lancez un nouveau défi sentimental. Après avoir tout cédé à LVMH, vous avez décidé de continuer l'aventure du papier en restant à la tête de l'Histoire, magazine d'investigation de gauche sur l'histoire. Et enfin, je garderai de vous cette image d'été 2022 où je vous ai croisé par hasard en compagnie de votre épouse Bénédicte, attablée dans un certain village à Égalière, non pas dans un restaurant étoilé, mais dans un bistrot des Alpilles près de votre fief de Saint-Rémy-de-Provence. Le bistrot s'appelle Le Progrès. Bon sang ne saurait mentir. Félicitations. Eh bien, merci pour ce prix qui me touche beaucoup. Ça tombe bien, parce qu'après 60 ans de défense de la presse papier, j'ai finalement, là je me rattrapons un peu, je vais prendre ma retraite. J'ai attendu un peu et heureusement, je prends ma retraite, mais l'avenir de Challenge est assuré avec une équipe. Un journal, c'est une communauté. La communauté de Challenge existe. Cette diffusion, car nous avons fait un miracle, puisque en fait la diffusion aujourd'hui elle est de 250 000 et on espère bien continuer. C'est avec Alain Semama, qui est peut-être à mes côtés, et Pierre-Henri de Menton, qui est le rédacteur en chef de Challenge, nous avons conçu cela il y a 1 an et demi. Nous avons petit à petit enrichi le journal. Nous étions un journal économique. L'économie, c'est formidable, mais à la longue, c'est un peu triste. Nous avons ajouté une partie plaisir à la fin du journal, avec de la mode, de la gastronomie, du tourisme, du cinéma, des livres. Nous avons beaucoup développé la partie monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les décisions de M. Trump ou de M. Poutine ont une influence et qui concerne tous nos lecteurs chefs d'entreprise. Et donc voilà, nous avons fait un journal qui a l'air de plaire, qui, de toute façon, la diffusion était en train de monter, comme quoi il ne faut pas se décourager, même si la presse, parfois, on a l'impression que c'est comme les dinosaures, qu'on se demande si l'avenir est assuré. Oui, l'avenir est assuré si on innove, si on trouve des idées, si on trouve des produits dérivés qui nous aident et qui nous permettent de vivre, sur lesquels on peut gagner un peu d'argent, c'est-à-dire des conférences, des numéros spéciaux, on peut faire toutes sortes de choses.
Et je pense que la presse n'est pas condamnée et que, à condition d'innover, vous avez raison, et à condition aussi, là je le dis, et vous avez raison, de soutenir les marchands de journaux. Marchand de journal, c'est un métier très dur, qui commence à 7h du matin et finit à 9h du soir. Et tenez-vous bien, leur marge est de 21%. Personne ne peut travailler 12 heures par jour pour 21%. Et aucune entreprise perdant ses diffuseurs, parce que comme ils ne gagnent pas d'argent, ben, ils arrêtent et on n'en trouve plus de jeunes pour reprendre ce métier, et ben, ils ferment. Et une partie importante de ce qu'on appelle la crise de la presse est une crise de la distribution. Et j'espère, alors, il y a eu récemment les états généraux de la presse, je me suis dit, chic, ça y est, ça va s'arranger. Rien du tout, j'attends encore. Mais enfin, nous continuerons à nous battre. Et enfin, voilà. Et donc, merci à tous. En plus, je suis particulièrement heureux, car les quotidiens régionaux avec lesquels nous travaillons sont des amis. Le Télégramme, depuis bien longtemps. Nice Matin aussi, la presse de la Manche. Et pour tout vous dire, ce journal que dirige formidablement mon ami Pierre-Henri de Menton à côté de moi, il plaît tellement que nous avons plein de demandes. Je me demande où Challenge va s'arrêter. Voilà. Et en tout cas, merci encore pour J'espère que vous avez apprécié vos entrées et nous allons donc poursuivre cette cérémonie avec la meilleure innovation régionale et territoriale. Et pour remettre ce prix, j'appelle Bruno Genuy, General Manager et fondateur de Demain un autre jour. Solution Mélodie est un système éditorial qui produit aujourd'hui plus de 250 titres de presse, quotidiennes, locales, magazines. Comment expliquez-vous ce succès? Et est-ce que votre système pourra-t-il un jour concerner d'autres secteurs que la presse? Merci. Alors effectivement, nous on est... Comment j'explique le succès? Je ne sais pas. Ah. Je ne peux pas vous dire. On a travaillé, on travaille beaucoup et on travaille beaucoup pour être ce qu'on doit être dans le fond. Nous, on doit être un outil de proximité avec des acteurs de proximité. En fait, c'est un métier de passion, donc on doit être présent quand les journalistes ont besoin de nous, puisqu'on est un CMS éditorial. Et si on arrive à gagner des références, ben, j'estime que c'est parce qu'on le fait bien. Et donc, on va continuer à le faire bien, à le faire encore mieux. Et est-ce qu'on va concerner d'autres secteurs? On a déjà effectivement un autre secteur, puisque aujourd'hui on a un client hors presse qui fabrique des programmes de formation professionnelle avec nos outils. Donc, parce que fabriquer des pages en automatique, dans le fond, on peut le faire pour beaucoup de secteurs. Mais notre secteur de cœur reste la presse et les médias. Nous, c'est un métier qu'on fait aussi par passion. Mélodie, c'est un outil fabriqué par des passionnés. Et donc, on a passion de l'information et on veut continuer à accompagner les acteurs de la presse pour qu'ils informent toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus. Bah, finalement, c'est la passion qui explique le succès. Mais ça doit être ça. Voilà. Maintenant, on va vous remettre l'enveloppe
pendant que je vous rappelle les finalistes. La Provence en audio, la nouvelle formule de Nice Matin et le Messager Média. Donc la meilleure innovation régionale et territoriale est pour la Provence. Pour recevoir ce prix, j'appelle Jean-Louis Collet, directeur général de la Provence. Et c'est un très grand plaisir pour moi de remettre à la Provence, qui est un de nos clients, que j'apprécie particulièrement. Merci beaucoup. Vos lecteurs, devenez vos auditeurs. Exactement. C'est le défi que vous vous êtes lancé face à l'évolution des modes de vie de plus en plus nomades pour permettre à vos lecteurs d'accéder au contenu de la rédaction en faisant leurs courses, du sport ou encore dans leur voiture. C'est la première fois qu'un média français transforme un journal en une expérience audio et tous les articles ont été pensés, conçus et rédigés par la rédaction de la Provence. Avec la Provence Audio, êtes-vous en train d'inventer une nouvelle forme de journal ? Alors c'est ce qu'on a essayé de faire effectivement. L'innovation par rapport à ce qui peut exister un peu partout, c'est pas l'article qui est simplement en audio. Il est retravaillé avec de l'intelligence artificielle pour qu'il soit plus agréable à écouter. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une durée d'écoute qui est 4 fois plus importante que le système classique de l'article simplement lu. Donc il y a eu beaucoup de travail avec Mistral, QTI et BCGX pour retravailler des articles. En fait, ça devient des articles plutôt proches de la radio que des articles écrits, lus. C'est ça qui fait la grosse innovation. Et effectivement, on avait un petit sujet avec Mélodie, puisque ce qu'on a dans l'appli, vous pouvez avoir les titres, enfin, les principaux titres de la une en audio. Vous avez l'édito d'Olivier Biscay en audio avec sa voix. On a cloné la voix d'Olivier Biscay, donc on a tous les éditos d'Olivier Biscay, on a l'impression que c'est lui qui parle. Mais on avait un vrai sujet pour arriver à mettre les titres de la une en audio. Et merci à Mélodie d'avoir voulu nous aider sur ce sujet. Je vous remercie. Bravo, peut-être que du coup, vous toucherez une cible un petit peu moins locale avec votre innovation. Je vous invite à aller prendre une photo pendant que nous passons à la prochaine catégorie, donc sur le livre. Il s'agit de la catégorie livre jeunesse. Et pour remettre ce prix, j'appelle Fouad Rad, président de Sprint. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sprint, Sprint propose un modèle unique dans la communication en France, en combinant la force d'un outil industriel à l'expertise d'une agence créative et digitale. Elle accompagne les maisons d'édition depuis plus de 20 ans et est précurseur sur des procédés de fabrication permettant de réduire toutes les barrières à l'entrée pour les auteurs souhaitant publier leurs livres. Est-ce là donc la singularité de votre groupe ? Écoutez, d'abord, je tiens à vous préciser que depuis le début de l'année, toutes les entreprises du groupe ont adopté la même marque, le nom de Sprint. D'abord pour simplifier notre communication, pour mettre en valeur notre marque, mais aussi pour incarner mieux notre spécificité. Alors, notre positionnement est très original puisque nous sommes à la fois opérateurs industriels avec plus de 10 usines en France, 600 collaborateurs à travers tout le pays, mais aussi prestataires de services. On s'est demandé il y a quelque temps que ce qu'il fallait faire pour fidéliser nos clients, c'est finalement résoudre leurs problématiques. Donc en apportant des solutions très concrètes, de la création à la diffusion, on s'assure de la fidélité de nos clients. Et c'est ça notre mission principale aujourd'hui, c'est apporter des solutions et résoudre les problèmes de nos clients. Bravo. Merci. Très bien. Alors on va vous donner l'enveloppe. Pendant que je vous rappelle les finalistes. Il s'agissait de La Cabane Perchée, Le Voyage de Gaston et Même l'hiver a des airs de caresse. Le gagnant de la catégorie livre jeunesse et Même l'hiver a des airs de caresse. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Sophie Chamourdi, éditrice en édition Ladou, et Sandrine Le Breton, chef de fabrication de Gallimard. Alors pour patienter jusqu'à Noël, cette saison, on a les calendriers de l'Avent et puis on a votre livre.
Dans cet ouvrage, on retrouve 24 cahiers scellés avec des pages non massicotées sur le haut du livre. Chaque cahier correspond à un jour du calendrier, avec des surprises poétiques à décacheter et des illustrations d'Adrien. Celle de la couverture est soulignée par l'embellissement de la dorure. Un véritable livre-objet à la fabrication soignée qui transporte le lecteur dans une balade lumineuse et graphique pour se réconforter, rêver et cheminer doucement jusqu'à Noël. Est-ce que vous envisagez d'adapter ce livre à une autre saison ? Probablement, étant donné le très bon accueil du livre. Moi, je voudrais tout d'abord vous remercier, puisque cette récompense est emblématique, puisque même l'hiver a des airs de caresse est un des premiers titres publiés par les toutes jeunes éditions Ladoux, dont j'ai le plaisir d'être la cofondatrice, avec Karine Leclerc, qui n'est pas là, mais que je salue. Donc c'est une maison qui s'est montée dans le giron des nouveaux éditeurs, fondé par Arnaud Nourri. Donc voilà, c'est un prix qui a une importance particulière. Et puis il est emblématique aussi, vous parliez d'objets livres, de la manière dont on aime travailler aux éditions Ladoux et avec Sandrine à la fabrication. C'est vraiment penser l'objet livre comme aussi une expérience sensible, une expérience de lecture sensible qui intègre vraiment plusieurs médias. Puisque là, vous parliez de poésie, c'est vraiment une poésie contemporaine qui s'égrène sur les réseaux, mais aussi en live. Je vous invite fortement à suivre nos auteurs, Marion Fritsch et Adrien, qui ont fondé le Poetry Club, qui est une scène ouverte où la poésie se déclame, donne des frissons, vraiment se vit en live. Et on a eu envie d'intégrer cette poésie dans un objet concept qui embarque de l'audio, puisque l'autrice Marion a lu, chuchoté ses poèmes. Vous avez un flash code et chaque jour, toujours selon le principe du calendrier de l'Avent, vous découvrez un poème illustré et lu. La fabrication des cahiers scellés n'est pas nouvelle. Voilà, vraiment, il y a de nombreux éditeurs qui s'en sont emparés avec succès. Mais je vais laisser la parole à Sandrine, puisque on a eu le bonheur aussi d'être imprimé en France pour une fab quand même relativement complexe. Bonsoir. Moi, je suis extrêmement fière d'avoir accompagné LNE et les éditions Ladoux dans cette chouette aventure. C'est les tout nouveaux titres. C'est vraiment super intéressant. Ils sont dynamiques, motivés. Ça fait vraiment plaisir. Et le vrai plaisir aussi d'avoir fait ce livre, c'est d'avoir réussi à l'imprimer et à le brocher en France. Et voilà, et on est extrêmement fiers de ce petit livre qui est un petit bijou. Toutes nos félicitations. Merci. Nous allons donc passer à la prochaine catégorie. Il s'agit de la meilleure innovation B2B dans la presse. Et pour remettre ce prix, j'appelle Didier Falcan, directeur général des Clés de la Presse. Alors, pendant que Didier me rejoint, je vous demande juste de bien respecter le silence pour bien entendre les interventions des lauréats et des sponsors. Merci pour eux. Bonsoir. Bonsoir Didier. Alors Didier, tu fêtes cette année les 20 ans des Clés de la Presse. Ce matin, tu as organisé à l'occasion du salon une matinée dédiée aux 20 dernières années dans les médias. Tu as introduit cette matinée notamment avec Marc Feuillet qui a dit, je le cite, « Un média, s'il ne se transforme pas, il meurt ». Alors pour ceux qui n'ont pas pu être présents, en tant qu'expert, peux-tu nous dire, comme chaque année, en quelques mots, quel est le bilan de la presse de cette année et en quelques mots des 20 dernières années ? Bon, c'est pas gagné. Non, c'est vraiment compliqué cette année parce que pendant longtemps et même encore l'an dernier, je disais la presse est résiliente. Bien sûr, elle souffre sur ses fondamentaux, mais elle arrive à trouver des relais de croissance, à s'en sortir et à résister. Là aujourd'hui, j'ai quand même entendu plusieurs fois ça décroche, ça décroche, ça décroche. Donc effectivement, il y a ce côté positif que je suis fondamentalement positif, mais là c'est quand même un petit peu compliqué. Malgré tout, alors si on regarde effectivement les 20 dernières années, j'avais retrouvé des chiffres là pour ce matin, mais c'est les recettes publicitaires de la presse en 2005.
c'était 4,7 milliards d'euros et aujourd'hui c'est 1,6 milliard. Donc vous voyez, c'est un peu 3 milliards de perdus en 20 ans. Mais bon, le numérique a pris quand même le relais. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Et alors si je reprends je retrouve mon côté positif, effectivement, ceux qui n'ont pas bougé, ils sont morts, mais ceux qui ont bougé sont encore là. Et quand je posais la question aussi bien à Marc Feuillet qu'à Nicole Derrien pour Unimédia, est-ce que le papier existera dans 20 ans? Ils m'ont répondu tous les deux oui. Et puis, je reste positif parce que quand Claude Perdriel dit la presse n'est pas condamnée, il faut continuer à y croire, etc. Moi, je suis partant, donc je vais rester là-dessus. Je vais rester sur un optimisme malgré tout pour l'instant. Bon, ça décroche, mais on verra si ça décroche avec des morts ou pas. Merci pour cet optimisme. Mais je reste positif. Alors du coup, on va te remettre l'enveloppe pendant que les nommés s'affichent. Il y avait Acteur Public avec 360 IA. The Pro lance 2 nouveaux titres. Infopro Digital inaugure une offre vidéo InStream et Business Imo. Donc le prix de la meilleure innovation B2B revient à Acteur Public pour Acteur Public IA. Pour recevoir ce prix, j'appelle Pierre-Marie Vidal, président du groupe, et Bruno Botella, directeur de la rédaction d'Acteur Public. Alors, avec Acteur Public 360 IA, les abonnés peuvent accéder à la première base documentaire dédiée au fonctionnement des politiques publiques grâce à l'IA. Cet outil a été développé dans le respect de 5 principes fondamentaux. Un corpus de données exigeant pour garantir la pertinence des réponses. Le système cite obligatoirement ses sources. Un service destiné aux professionnels. Une solution souveraine. Une évolution continue. Comme nous pouvons le voir à l'écran, la formule comprend un site web, une revue, print et numérique, l'accès à des événements exclusifs, des webinaires, 3 newsletters et Acteur Public télé. Pour amortir votre investissement d'1 million d'euros, il a fallu augmenter l'abonnement de pas moins de 25%, soit 1 560 € pour un accès. Est-ce que cela a pu être un frein ? Ça n'aide pas quand même, hein. Un abonnement à 1 500 €, ça n'aide pas. Didier, non, on ne décroche pas, on s'accroche. On s'accroche. C'est la seule façon de s'en sortir, dans la presse B2B comme dans la presse généraliste. L'idée, c'est, comme disait Claude, c'est d'innover, c'est de continuer à innover. Il était impossible pour un titre de presse professionnelle de ne pas se saisir de l'outil d'IA pour mettre en valeur finalement ce qui a fait... ce qui est sa richesse, c'est-à-dire d'abord son fonds documentaire, et puis sa capacité à guider les lecteurs vers la bonne source d'information. Alors quand on parle du secteur public, on a indexé le JO depuis la Libération, tous les rapports de la Cour des comptes, les avis du Conseil d'État, 1 million de documents officiels. Ce qu'il y a de bien dans notre métier, c'est qu'on ne manque pas de sources, hein. La difficulté, c'était justement d'y accéder rapidement, de pouvoir en faire des synthèses comme on le fait tous avec des modèles d'IA aujourd'hui, et de rendre un service très pro à des utilisateurs qui ne peuvent pas se tromper. Notre lectorat, c'est plutôt des hauts fonctionnaires, des juristes et des gens des affaires publiques. Il leur fallait quelque chose qui fonctionne sans faille. Donc le modèle, il lui est interdit d'halluciner, hein, première chose. C'est un modèle d'IA qui sait dire non, je ne sais pas. C'est ensuite un modèle d'IA qui fonctionne sur une base fermée de qualité de documents, je viens d'énumérer. Et puis, au-delà de ce qu'on a pu donner comme service à nos abonnés, il y a un usage fort par la rédaction. Et Bruno Botella, qui est le directeur de la rédaction, va vous en parler. Oui, pour nous, c'est un outil à la rédaction important. Alors, évidemment, c'est un service pour nos lecteurs, mais nous, on s'en sert beaucoup à la rédaction, notamment, là, en ce moment, pas mal sur les données budgétaires, puisqu'on a indexé aussi pas mal de documents budgétaires. Et donc, c'est un gain de productivité important et
la possibilité pour nous de traiter pas mal de données beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire et beaucoup plus rapidement qu'on le faisait jusqu'à présent. Félicitations. Merci. C'est pas mal quand même. Merci infiniment. Merci. Je vous invite à aller faire la photo. Pendant que nous passons donc à une prochaine catégorie qui concerne le livre. Donc il s'agit des livres audio et nouveaux formats. Et pour remettre ce prix, j'appelle Elisabeth Sutton, consultante édition et marketing du livre et fondatrice d'IDBooks. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Dorothée. Alors nous parlions justement à l'instant des 20 ans des clés de la presse. Oui. Pour toi, cette année, c'était les 15 ans d'IDBooks. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter l'évolution du monde de l'édition depuis 15 ans, en quelques mots également, et nous parler également de l'évolution du livre, puisqu'on a parlé du livre print, mais également du livre audio, puisqu'il se trouve que les deux sont assez complémentaires. Tout à fait. En fait, IDBooks est né il y a effectivement 15 ans, et c'était le moment où tout basculait pour le livre avec l'arrivée du livre numérique, et notamment le développement aussi de la presse numérique ou digitale, et l'avènement des smartphones, l'avènement des liseuses, et de toutes les possibilités en fait de lire. Donc en 15 ans, il s'est passé énormément de trucs, il y a eu une vraie révolution du côté des éditeurs de livres, et il y a eu vraiment un moment de bascule parce que en plus des nouveaux formats, on est arrivé avec des nouveaux contenants, je les appelle comme ça à volonté, à la fois les smartphones, les tablettes, les liseuses et l'audio aussi, puisque le livre audio est en pleine expansion en ce moment. Donc voilà, moi ma mission c'est de suivre un peu toutes ces tendances, de les identifier, de parler de technologie et de culture et de livres sans que ce soit un gros mot. Ça c'est sur idbooks.com depuis 15 ans. On est complètement indépendant. On a 550 000 visiteurs uniques par mois, donc on n'est pas gros, mais on est toujours là. Et à côté de ça, on accompagne justement les éditeurs, dont certains sont dans la salle, pour leur stratégie, leur communication, etc., etc. Donc longue vie au livre et longue vie à la presse aussi, parce que c'est super important. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Je voulais féliciter Dorothée, et Emma aussi, qui n'est pas dans la salle, mais qui a beaucoup œuvré. Si, elle fait coucou là-bas. Elle est là-bas. On peut l'applaudir, parce qu'elle a... Alors, coucou Emma. Énergie. Parce que franchement, on a monté une équipe de choc. C'était un challenge énorme pour toi, notamment pour Emma, et puis un peu aussi pour moi, de parler à la fois de livres et de presse. Et voilà, on s'est éclaté, on est crevé, mais on attend demain et après on va se reposer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, on va te laisser nous dévoiler le lauréat pendant que je vous rappelle les finalistes que vous pouvez donc entendre sur le salon avec les QR codes donc, qui sont à l'entrée pour ceux qui auront le plaisir de venir demain. Donc les finalistes étaient Culotté, Super Chat à la recherche du pan perdu et Tous des oiseaux. Et le gagnant est Culotté aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc pour recevoir ce prix, j'appelle Marie de Pierrefeu, responsable éditoriale du livre audio jeunesse, et Manon Guédon, éditrice collection livre audio de Gallimard Jeunesse. Merci. Alors malheureusement, j'ai pas le téléphone pour scanner et entendre votre livre. Ah oui. Mais il faut noter que Culotté est la première bande dessinée d'Écouter Lire. C'est un livre audio qui raconte les portraits à la fois drôles et inspirants de 15 femmes qui se sont battues pour vivre leur vie. On entend une symphonie de voix mélangée à tout un contexte sonore et musical. Culotté est disponible sur toutes les plateformes de livres audio ou dans un coffret physique comme on peut le voir avec un QR code et un CD. Vous êtes donc un bel exemple de l'avenir du livre comme l'évoquait Elisabeth.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la stratégie de Gallimard dans le livre audio ? Alors oui, donc ça fait 20 ans que Écouter et lire existe. On a fêté les 20 ans d'Écouter et lire cette année. On a commencé par des cassettes. Ensuite, on a fait longtemps du CD. Et maintenant, on a pratiquement plus de CD, un peu encore en adulte. Moi, je m'occupe de la jeunesse. On en sort encore 2 par an. On est quand même très tourné vers le numérique maintenant. On est beaucoup sur les plateformes, évidemment. On est pour la jeunesse aussi sur les boîtes à histoires. Évidemment, Tonies, Luni, Yoto, toutes les boîtes à histoires partenaires, on a nos contenus audio disponibles dessus. Voilà, pour le format. Et on est très content de recevoir ce prix sur Les Culottés parce que ça a été une aventure éditoriale assez incroyable. C'était en effet notre première BD audio, donc tout le challenge était de passer de l'image, de l'illustration au son. Et donc on a adapté le texte avec Pénélope Bagieux, qu'on remercie de sa confiance. Et on a enregistré le fil narratif avec l'humoriste Marina Rollman. Et puis il y a 18 comédiens qui se sont succédés en studio. Il y a du sound design, il y a de la musique et c'est très chouette à écouter. Et c'est une vraie symphonie Voilà. de voix. Voilà. Bah, écoutez, félicitations. Merci. Nous allons donc passer à la dernière catégorie avant que vous puissiez déguster vos plats. Alors il s'agit donc d'un prix pour la presse, il s'agit d'un prix spécial du jury. Parce que cette année, le jury a souhaité distinguer un média qui accompagne, éclaire et fédère depuis 2 décennies l'ensemble de la filière. Il s'agit d'un observateur exigeant et indépendant, capable de décrypter les mutations profondes du secteur, d'anticiper les tendances à venir et de donner la parole à celles et à ceux qui le font évoluer. Cette longévité, cette capacité à rester pertinent dans un paysage médiatique en perpétuelle transformation, et ce rôle essentiel d'information, de pédagogie et de mise en perspective auprès des professionnels méritait une reconnaissance particulière. C'est pourquoi le jury a décidé de récompenser les Clés de la presse, qui en 20 ans est devenu un repère, et je demande donc à Didier Falcan de me rejoindre à nouveau. Et vous pouvez l'applaudir très fort. Alors donc Didier, au nom du jury et de toute l'équipe de Presse et Médias au Futur, nous t'adressons nos félicitations pour ces 20 années d'engagement, de constance éditoriale et d'utilité professionnelle au service de la presse et des médias. Eh bien écoute, merci beaucoup. Il a fallu attendre 20 ans des Clés de la presse, 60 ans personnellement pour moi, et pour avoir un prix. Alors j'en ai couvert des prix, peut-être plusieurs centaines, voire plus, mais toujours en tant que journaliste et pour pouvoir raconter qui gagnait les prix. Alors je montre régulièrement, là je ne peux pas le cacher, j'étais là il y a 5 minutes, mais pour remettre des prix aussi, mais c'est la première fois que je gagne un prix, donc voilà, merci beaucoup, ça sera peut-être le seul de toute ma vie, donc je vais le garder précautionneusement, et puis merci à toi, et puis longue vie aux Clés de la presse. Alors effectivement, on vient de fêter nos 20 ans. Bon, je serai peut-être plus là pour les 20 prochaines années, mais j'espère que le titre continuera à exister. Merci bien. Nous aussi. Et je vous souhaite bien déguster vos plats tout à l'heure. Nous allons donc poursuivre avec la dernière partie de cette cérémonie, à l'issue de laquelle, je le rappelle, j'inviterai tous les sponsors et lauréats à me rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo finale. La prochaine catégorie est donc pour la presse. Il s'agit de la meilleure innovation AdTech et marketing publicitaire.
Et j'appelle à mes côtés Frédéric Oliven, directeur général d'Audience. Merci à mes copains de table pour les applaudissements. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors vous êtes un fidèle à mes côtés. Et pour tout le monde, nous savons que Audience a connu une croissance importante de son activité en assurance de personnes ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le poids de la presse et du livre dans cette phase d'hypercroissance ? Merci pour cette question. Pour expliquer cette phase de croissance, il faut peut-être dire un tout petit mot d'abord. Ces dernières années, on a eu besoin de restaurer nos équilibres. Et donc, il fallait pour cela le faire à travers la croissance, mais pour pouvoir être très, très prudent dans les relations avec nos clients. Et Audience marche historiquement sur deux jambes fondamentales de fidélité, celle du spectacle et celle de la presse. Et donc, quand vous regardez ce que ça a donné, c'est les comptes 2024 qui sont très parlants. Tous nos concurrents ont fait des excédents records. Donc, ils sont allés très brutalement sur les rééquilibrages quand nous avons tout simplement accompagné nos clients tout en essayant progressivement de redresser nos comptes et en gagnant beaucoup de parts de marché. Et pourquoi ? Parce que justement, on a une politique tarifaire plus favorable que nos concurrents. Donc vous regardez, Malakoff Humanis, 211 millions de résultats nets, AG2R, 150 millions de résultats nets, et Audience, on s'est remis à zéro en 2024. Et du coup, et pour la première fois depuis des années, je m'arrête là, je vous rassure, le poids de la presse a repris et a regrossi chez Audience parce qu'on a gagné des très beaux groupes de presse. On avait déjà une très grande partie de la presse française, mais certains qui n'étaient pas chez nous sont venus. Et donc ça faisait des années, pour différentes raisons que chacun connaît ici, le nombre de salariés baissait, les chiffres d'affaires étaient moins importants. Pour la première fois depuis pas mal d'années, le poids de la presse chez Audience a regrossi en 2024. Voilà. On reste du coup sur l'optimisme. Alors qu'est-ce qu'on remet comme prix maintenant ? Parce que j'ai assez parlé. Hein. C'est celle-là. L'enveloppe, voilà. C'est ça. Bravo. Hein ? Allez, on va accélérer un peu parce qu'il se fait tard. Que je rappelle les... Pardon, les lauréats. Donc, les lauréats. Sont 366 qui lance Claire. 20 minutes qui se transforme en Média 360 et Ebra Média avec sa nouvelle régie du groupe Ebra. Là, vous pouvez nous le dire maintenant. Le lauréat est 366, une équipe que j'adore, qui est géniale. Et en plus, alors je pense qu'il faut que 366 vienne recevoir son prix. Lynn. Donc j'appelle Lynn Gasparini, directrice générale, et Antoine Sablier, directeur des technologies et de l'innovation. Et pour l'anecdote, je ne peux pas me priver de le dire. Vous savez que j'ai été dans le digital pendant quelques années, notamment dans une boîte de technologie qui a signé 366. Et le mec qui m'a formé au digital, c'est lui. Et je me suis pris beaucoup de baffes dans la gueule avec Antoine, qui est vraiment un très très grand professionnel et qui a rejoint 366. Je ne savais pas du tout, j'y suis pour rien. Bravo au jury. Lynn, Antoine, félicitations. Alors félicitations. Un grand merci. Avant de vous laisser nous expliquer ce qu'est Claire, il faut rappeler que 2025 a été une année importante pour 366. Tout d'abord, une nouvelle directrice générale, le lancement d'un pôle contenu avec Lumière, le partenariat avec SoLocal, et donc maintenant la création d'une plateforme d'accès à l'ensemble des inventaires de la PQR. Comme son nom l'indique, il s'agit de donner de la transparence à l'achat média. La data est au cœur de la plateforme et vous proposez des fonctionnalités intelligentes, des insights pour construire votre stratégie d'audience planning, la reconnaissance des audiences, des activations digitales optimisées à la performance, et vous êtes la première régie à digitaliser l'achat du print via une plateforme digitale. Et au regard de votre roadmap, ce n'est pas fini. Alors concrètement, comment Claire va éclairer la PQR ? Alors, ça ne va pas être facile après ça. Merci Dorothée. Alors,
en tout cas j'espère qu'il va l'éclairer, mais c'est un projet extrêmement stratégique pour 366 et pour nos éditeurs, qui sont l'ensemble des éditeurs de presse quotidienne régionale. Le constat est assez simple. On pense qu'il est nécessaire de reprendre la main sur nos inventaires, qui sont un peu partout dans l'open web, de reprendre la main tout simplement pour reprendre de la valeur, redonner de la valeur à nos éditeurs, redonner de la valeur aussi à l'achat média, avec une simplification, avec beaucoup de services, avec beaucoup de machine learning évidemment. Donc d'avoir quelque chose au même endroit qui permet d'avoir toute une chaîne d'informations et de valeur ajoutée bien au-delà de l'achat pour faire la différence dans un marché qui, il faut bien le dire, est habitué aux plateformes non européennes et qui ont des usages qui nous sont un peu plus éloignés. Et cette valeur, elle se reprend aussi en considérant qu'on est un média français, nous sommes un publisher, on est d'ailleurs le premier publisher à sortir une plateforme de ce type-là. Et en fait, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont dans les territoires, ce qu'on appelle les annonceurs de la long tail, qui travaillent beaucoup avec ces plateformes parce qu'elles sont simples, parce qu'ils achètent avec leur carte bleue, parce qu'il y a de la performance, parce qu'elles sont disponibles facilement. Et en fait, cette plateforme, elle est ouverte aux régies locales de nos éditeurs, mais de façon générale au marché de ces annonceurs dans les régions qui pourront acheter directement et qui auront donc désormais, et c'est l'objectif, une alternative ou une possibilité en tout cas de compléter une démarche qu'ils ont déjà avec des plateformes internationales qui ne sont pas françaises. Et la particularité de cette plateforme, elle représente un collectif, puisqu'il y a une centaine d'éditeurs qui sont représentés dans cette plateforme. On est le première régie publisher digital de France, mais c'est qu'elle est ouverte. Elle est ouverte et on espère être rejoint par d'autres éditeurs publishers français, tout simplement parce que plus on est nombreux, plus on pèsera sur ce marché. La presse a quelque chose à jouer à ce niveau-là, les éditeurs français en particulier. Et je pense que si on veut faire la différence et peser par rapport à ces plateformes non européennes, il faut être puissant, simple, efficace et partout en France. Oh. Un très très grand merci, on est très fiers et à très bientôt pour la suite. Bon, on espère. Bravo, je vous invite à rejoindre Frédéric pour votre photo avec Frédéric, pendant que nous passons à la prochaine catégorie. Il s'agit des livres pratiques et j'appelle à mes côtés Hugues Chevassu, directeur général de Dupliprint. Bonsoir Dorothée. Bonsoir Hugues. Bonsoir à vous. L'accompagnement client est au cœur de la philosophie du groupe Dupliprint. Et parmi les solutions que vous proposez, il y a le tirage court dynamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et notamment l'impact sur la gestion des stocks? Et est-ce que cette solution est adaptée aux hors-séries que peuvent imprimer les éditeurs de presse? C'est une bonne question. Le TCD, c'est une solution qu'on a lancée en 2018, premièrement avec le groupe Hachette et ensuite avec Flammarion via Humaine 6. C'est une solution qui permet de faire des impressions en très court tirage, très petite quantité, à partir de 10 exemplaires. Elle permet effectivement de réduire considérablement les stocks des éditeurs et le pilon aussi. On parle rarement du pilon. Aujourd'hui, on estime le pilon encore aujourd'hui à 15 à 20% chez les éditeurs. Pour vous donner quelques chiffres, en 2025, ça représente environ 20 000 titres au catalogue qui sont commandables via des flux automatiques. Ça représente environ 1 500 000 exemplaires d'imprimés, à une moyenne d'environ 35 exemplaires. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons de signer 3 nouveaux éditeurs. Le groupe Albin Michel, qui nous a rejoint en début d'année, Média Livre Service et le groupe Editis, qui nous a rejoint aussi cette année. La croissance sur ce marché d'environ 20% par an. Frédéric, ce matin, a fait une conférence. Le fait d'allier la technologie, le jet d'encre et les technologies de finition adaptées aux besoins du client nous permet d'être un petit peu plus efficient sur le marché et surtout plus rentable. Et alors du coup, par rapport à ce que je vous demandais, est-ce que ça peut être adapté? Ah oui, ça réduit considérablement les stocks, oui.
Alors, on n'a pas de chiffres. On posait la question ce matin sur le ROI. On n'a pas de chiffre exact. L'ambition des premiers groupes d'édition avec qui on a signé, c'était de réduire d'environ 80% les stocks sur ce qu'on appelle les faibles ventes ou les titres à faible rotation. A priori, ça fonctionne plutôt pas mal, mais les gens communiquent très peu, même si on a aujourd'hui des choses qui vont apparaître avec le SNE sur les bilans carbone de chaque livre. Et donc là, on aura peut-être des choses plus précises entre un tirage avec du stock et un tirage sans stock. Merci beaucoup. Merci. Donc on va vous remettre l'enveloppe pendant que je vous rappelle les finalistes. Il s'agissait d'apprendre le japonais, les droits des femmes en BD et Rolex en 50 montres. Le gagnant est Rolex en 50 montres de Sophia Édition. Et j'appelle Thierry Verret, président de Babylone. Je veux bien une Rolex, Thierry. Je vais juste vous demander de respecter un tout petit peu la prise de parole, s'il vous plaît, des personnes qui sont sur scène. Je vous remercie pour vous. Alors Thierry, ce livre que nous pouvons apercevoir offre aux collectionneurs, à l'amateur ou au simple curieux, un panorama de montres les plus marquantes de la célèbre marque suisse. Merci. L'histoire de ce grand horloger est complétée par des fiches techniques qui présentent les montres emblématiques à l'aide de descriptions précises et de cotations réalisées par un expert auprès d'une des plus prestigieuses salles des ventes européennes. Toutes ces montres évoquent les grands thèmes qui font le succès de Rolex. La Submariner, la Daytona et bien d'autres modèles rares portés par Fidel Castro, les équipes de Mission Apollo ou encore un certain James Bond. Alors comme l'a dit Hugues avant moi, est-ce que cela vous a donné envie de nous offrir à tous une Rolex ? Oui, oui, bien sûr. C'est presque fait. Donc avec le livret, on aura tous une Rolex à la sortie. Plus sérieusement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la fabrication de ce livre ? Patrick m'a demandé de faire très court, donc on est très touchés de recevoir cette distinction. Normalement, ça revient plutôt à Lise Chanteloz, qui est l'éditrice, qui est la directrice de la partie édition chez nous, d'une de nos filiales, qui s'appelle Sophia Édition ETAI. Et voilà, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc je lui transmettrai dès demain matin. Voilà. Merci, j'ai fait court. C'est très court, bravo, merci. Je vous invite à aller prendre une photo pendant que nous passons à la catégorie suivante. Il s'agit de la meilleure diversification audiovisuelle. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Fabrice Gauthier, président directeur général de Broadcast Associés. Quel bel endroit. On ne t'a pas encore félicité, Dorothée. Mais vous avez vu ce cadre? Vous avez vu cette soirée? Merci la famille Thuot. Merci Patrick. Merci Dorothée, c'est une première. Défendre le livre, défendre les médias. Avouez que c'est un sacerdoce. Alors Fabrice, justement, aujourd'hui, il est essentiel de maîtriser ses contenus à la fois dans la création et la diffusion. Et pourquoi est-ce important de faire appel à un architecte média ? Eh bien parce que j'ai entendu même que Didier disait qu'il pourrait y avoir des victimes. Il est clair qu'on est dans un secteur d'activité qui est fragile. Je parle pour les médias, mais aussi les livres. Ça défend notre démocratie, ça défend notre système. Et il faut qu'on se rappelle, on a un métier qui n'est pas simple, mais on est une cause publique et on peut tous se féliciter. Parce qu'à travers toutes les organisations, les entreprises que j'ai entendues aujourd'hui, il reste du positif. Et nous, modestement, à Broadcast Associés depuis 20 ans, on essaie d'accompagner les télévisions, les radios, la presse, et on a même un client qui est pas très bien, c'est le gouvernement en ce moment. Et on essaie de l'accompagner aussi, voilà. Alors Fabrice, en plus de réaliser avec brio la captation de cette soirée, tu
tu as également un plateau sur le salon Presse et Médias au Futur, sur lequel tu accueilles à la fois des acteurs de la presse et du livre. Est-ce que parmi les interviews que tu as eues aujourd'hui, tu as remarqué des synergies justement entre la presse et le livre? Alors déjà, c'est génial aussi d'accueillir effectivement sur ce plateau les exposants du livre et de la presse. Encore une fois, il y a une résilience, une capacité de résilience qui est incroyable, une capacité d'innovation. Là, j'arrive d'une autre soirée trophée. Je suis désolé, j'ai fait une infidélité. On s'occupe aussi des trophées de la CPME. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le MEDEF des petites et moyennes entreprises. Et il y a un journal qui a été récompensé autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des médias revivent grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, nous, modestement, en tant qu'architectes médias, on essaie d'accompagner ces modèles. Et vous le faites très bien. Et je remercie mon équipe qui s'est débrouillée parfaitement, visiblement. C'est magnifique ce que vous faites, les gars. Continuez comme ça. Merci encore. Merci. Donc, on va te redonner l'enveloppe pendant que je vous rappelle les finalistes. Nous avions Mieux, TF1+, T18, Novo 19 et Ligue 1+. Oh, ça tombe bien, je ne les ai pas encore comme clients. Hein. TF1+. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Adrien Coulombo, IM Monétisation et Lifecycle, et Joël Cros, responsable marketing et stratégique des offres chez TF1. Bonsoir. Bravo, Bonsoir. et vous le méritez. Merci. Bonsoir. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi dans les actualités, vous avez lancé en septembre le micro-paiement avec 3 produits disponibles à partir de 69 centimes. Parmi les offres, vous proposez donc de regarder des programmes sans publicité, d'accéder à des épisodes, séries, feuilletons en avant-première, ou encore de profiter de contenus additionnels autour de programmes événements de TF1, comme par exemple la chaîne live de la Star Academy. Cette diversification vous a permis de développer de nouvelles sources de revenus complémentaires au modèle publicitaire historique et de vous rapprocher de votre public en proposant des services à valeur ajoutée, en respectant le choix et le budget de vos utilisateurs. On peut dire qu'il s'agit d'une innovation dans l'univers du streaming. Quel est pour l'instant le bilan de ces 3 premiers mois? Le bilan pour l'instant, il est très positif. C'est le son de la vidéo. Parce qu'à TF1+, il y a aussi de l'audio. Oui. Et du coup, donc vous disiez que le bilan était très positif. Oui, le bilan est très positif. On est au-delà de nos attentes sur le lancement. L'ensemble des produits trouve son public et on est au rendez-vous. Clairement, on a écouté nos utilisateurs et on est en position d'essayer d'apporter ce qu'ils souhaitent au quotidien, c'est-à-dire moins d'abonnements, d'avoir un budget maîtrisé. Et c'est ce qu'on pense avoir réussi à apporter avec cette innovation. Pour nous, ce prix, il est super intéressant parce qu'il vient récompenser justement cette croyance qu'on a que l'innovation, pour avoir du sens, elle doit apporter de la valeur. Et ce que disait Joël, c'est qu'on a trouvé notre public, on a trouvé une adoption parce qu'on a réussi à viser juste. On a nos 42 millions de streamers mensuels qui ont, alors pas tous bien sûr, mais une grande partie, adopté les offres qu'on propose depuis début septembre. Donc c'était vraiment cet enjeu d'aller leur proposer un modèle sans engagement, pour moins de 1 euro, pour leur proposer des avantages qu'avant, ils n'auraient trouvé que dans un abonnement un peu plus engageant. Donc vraiment, c'était à leur écoute, apporter de la valeur, innover pour apporter de la valeur et continuer dans ce sens. Et donc, finalement, ils consomment que ce qu'ils veulent, un petit peu comme l'article à la demande pour la presse. Exactement. Exactement. J'enchaîne. Pardon. Donc c'est la force du collectif qui nous a permis d'avancer. Nous tenons à saluer le formidable travail, l'engagement, le talent et l'audace de l'ensemble des équipes avec qui nous avons pu travailler. Et il y en a de nombreuses, c'est pour ça que j'ai une anti-sèche. On passe par le marketing, au produit, au design, à la tech, au contenu, au juridique, à la data, au partenariat ou encore au service client. Ils ont tous œuvré pendant des mois à la conception et au lancement de cette innovation.
On tenait également à remercier le jury d'avoir sélectionné notre projet. Pour nous, la reconnaissance positive de l'industrie depuis le lancement du micro-paiement et nos 42 millions d'utilisateurs streamers mensuels nous montrent aujourd'hui que depuis début décembre, nous avons visé juste. Voilà, ce prix, c'est une motivation supplémentaire pour nous de continuer à expérimenter, à explorer de nouveaux horizons et à inventer ce que ce sera TF1+ demain. Je vous remercie. Je vous invite donc à aller prendre la photo pendant que nous passons à la dernière catégorie en ce qui concerne le livre. Il s'agit donc du prix spécial du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle Jean Werner, le directeur général de la nouvelle imprimerie La Ballerie. Vous pouvez l'applaudir plus fort. Bonsoir. Pardon. Pour moi, c'est une première de vous avoir vous-même à mes côtés, mais pour la Ballerie, pas du tout. Et on a parlé ce soir de nombreux anniversaires. Et pour vous, cette année, c'était les 100 ans. Alors, que pouvez-vous nous dire, toujours en quelques mots, sur ce siècle de transformation industrielle? Alors, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de dinosaures. Ce soir, par moment, ceux qui font du papier, on doit passer pour des dinosaures. 1925, la Ballerie naît. 1929, Flock naît. 2007, première machine numérique chez la Ballerie. Je viens de l'impression numérique. À une époque où on rêvait, où on fantasmait de vendre des machines, des presses numériques aux imprimeurs, mais on ne parlait pas la même langue. Aujourd'hui, la Ballerie, c'est la Ballerie, 17 millions de livres par an, un peu plus chez Flock. Vous allez me poser la question dans 100 ans. Alors, je n'étais pas là il y a 100 ans. Je pensais que vous alliez annoncer d'autres chiffres à Tangel, mais oui, en effet, on peut savoir où on sera à la Ballerie dans 100 ans. En 100 ans, on a fait du plomb, de l'offset, du numérique. Dans 100 ans, il y a 15 ans, je dirigeais une petite imprimerie numérique. On avait deux marchés. Le livre à la demande, il y a 15 ans. Le livre à la demande d'une part, et d'autre part, la réimpression de ce qui était numérisé. Alors, il y avait des marchés, c'était à Clermont-Ferrand, je dis ça pour Heroes Publishing. C'était à Clermont-Ferrand, on nous disait, le numérique, on ne sait pas si ça va durer, le papier reste. Et c'est vrai que toutes les archives papier, elles existent depuis des centaines d'années. Le numérique, ça disparaît, les formats disparaissent. On est passé de la disquette à la disquette, je ne sais pas combien de pouces, à la petite disquette. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de CD, à la clé USB. Qu'est-ce qu'on aura demain? On n'en sait rien. Le papier sera là. On en est tous persuadés, en tous les cas chez la Ballerie. Donc dans 100 ans, mais je ne serai plus là pour voir, alors. Peut-être de là-haut, vous pourrez le savoir. Peut-être de là-haut, je le verrai. Très bien, mais écoutez, on le souhaite en tout cas que le papier soit encore là dans 100 ans, et je crois que tous les témoignages de ce soir vont dans ce sens. Du coup, je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe. Celle-ci était déjà pendant que je vous rappelle les finalistes qui étaient sur ce prix. Non, pardon, excusez-moi. Il n'y avait pas de nouveaux finalistes sur ce prix, puisque c'était le prix spécial du jury. Alors le prix spécial du jury a été attribué aux éditions de l'Arboretum pour Le Vénérable Mélèze. Et pour recevoir ce prix, j'appelle François Gérard, chevalier des Palmes académiques aux éditions Arboretum. Alors pendant qu'il me rejoint sur scène, on peut découvrir cet ouvrage dans lequel, en fait, il s'agit de l'histoire d'un arbre de 500 ans, foudroyé et toujours vivant. S'il vous plaît. Merci.
Lorsque le vent souffle, cet arbre devient instrument de musique et chante. Le véritable Mélèze est un livre d'art rare, accessible aux non-voyants, malvoyants et voyants. Il est conçu en braille, grand caractère, quadricomie et relief tactile. Les œuvres sont gaufrées et sculptées. Il est imprimé à la main, page par page, dans une machine du début du XXe siècle. Il est accompagné d'une musique originale de Gilles Mottet via un QR code et est compté via un autre QR code. À cela s'ajoute la fragrance grâce à une carte parfumée et la couverture est faite avec de l'encre de Chine. Ce livre, vous l'avez compris, est unique, à la fois pour son approche humaniste que par sa conception. Il se touche, s'écoute, se voit, se respire et nous ouvre au monde de l'autre. Avec cet ouvrage, c'est la première fois que l'on peut tenir dans ses mains un livre en braille qui se lit avec ceux qui voient. Et c'est donc pour ça que vous avez obtenu le prix spécial du jury. Je remercie tous ceux qui ont organisé cette manifestation et beaucoup aussi le jury pour nous avoir donné ce prix. Alors je ne suis pas, la personne la mieux à même de recevoir ce prix, puisque en fait c'est la collaboration entre l'Arboretum de Roure, donc présidé par Michel Ramin, qui a créé ce concept à 1600 mètres d'altitude, donc lié, on l'a dit, au Mélèze, puisque c'est le titre du livre, mais aussi aux érables qui poussent jusqu'à cette altitude derrière, à une centaine de kilomètres environ derrière Nice, dans la vallée de la Tinée. Pour ceux qui vont faire du ski entre Oron et Valberg, et la rencontre avec un poète, donc Gilles Mottet, qui fait partie aussi des amis de l'Arboretum, et donc suite à la tempête qui a ravagé l'Arboretum, comme elle a ravagé la vallée de la Tinée et la vallée de la Vésubie, où tout le monde en a entendu parler, donc il y a eu une perte énorme. Et donc, plutôt que de baisser les bras, si vous voulez, compte tenu que déjà l'Arboretum accueillait par un tracé adapté les personnes, je dirais, à mobilité réduite, les personnes non entendantes, si vous voulez, avec des endroits spécialisés pour eux, il manquait la dimension pour les aveugles, pour que, si vous voulez, eux aussi soient, je dirais, reconnus comme tout un chacun et puissent participer à la beauté de cette nature, etc. Et donc, si vous voulez, avec la complicité de l'imprimeur Laville, si vous voulez, qui maîtrise encore ces techniques, eh bien, l'œuvre a pu exister en février 2024 et elle a un franc succès, donc pas seulement dans le monde des malvoyants, bien sûr, il y a eu pour les écoles de malvoyants, je dirais, toute une promotion de ce livre qui ne fait pas tâche par rapport à ceux qui développent des logiciels audio pour les aveugles. Mais si vous voulez, ces logiciels pénalisent la lecture du braille. C'est-à-dire que les parents, si vous voulez, ne se rendent pas compte que l'enfant a besoin du tactile. Et le braille, si vous voulez, est une bonne éducation, même si il y a peut-être beaucoup de progrès à faire dans la modernisation des techniques du braille, puisque vous savez qu'il y a le braille qui se lit lettre à lettre, et puis un braille, disons, plus journalistique, qui permet de regrouper des sons, des mots, etc. Et du coup, avec ce livre, vous avez donc bien célébré les 200 ans du braille. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, écoutez, alors c'est
est bien sûr plus connu sur la Côte d'Azur dans le Midi, puisque la semaine dernière, il y a eu au festival de Roquebrune Cap-Martin la journée du livre, qu'il va y avoir à Nice, au TNT de Nice, une lecture par un acteur, etc. Et donc je compte sur vous, d'abord pour aller visiter ce petit village qui s'appelle Roure, où vous trouverez donc l'arboretum à 1600 mètres d'altitude, avec plein d'activités, et puis aussi donc la lecture de cet ouvrage de luxe, qui est vraiment quelque chose de miraculeux, qui permet de réunir autour... Pour les prochaines vacances. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous. Et félicitations. Je vous invite à aller prendre poser la photo. Nous passons donc à la dernière catégorie de cette soirée. Il s'agit donc du stratège de l'année. Et pour remettre ce prix, j'appelle le fidèle Pierre-Antoine Laporte, directeur général délégué du groupe Maury. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Dorothée. Alors comme je disais, vous êtes fidèle à mes côtés. Toujours. Et nous vous en remercions. Et moi, je vous remercie également. Alors l'année dernière, vous nous faisiez part des difficultés rencontrées sur le secteur. Augmentation du coût de l'énergie, hausse du papier, croissance du numérique, baisse de la diffusion. J'ai été si négatif que ça? Ça vous arrive. Ça peut m'arriver. Mais on voit qu'il y a de l'optimisme aussi. Évidemment qu'il y a de l'optimisme. Mais justement, en parlant d'optimisme, vous avez également gagné Gala et tous les suppléments du journal du dimanche. Oui, et on remercie évidemment... Et il faut quand même noter que vous imprimez également Challenge qui était là ce Absolument, soir. qui était ici présent ce soir, voilà. Alors justement, comment un groupe historique tel que le vôtre, acteur majeur dans la presse et dans l'édition de livres, arrive-t-il à traverser une telle crise en restant optimiste, parce qu'on sait que vous restez optimiste? On reste optimiste, évidemment. Il faut faire preuve d'agilité. L'agilité, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus important. Qu'on soit grand, qu'on soit plus petit. Et c'est un challenge aujourd'hui que d'être agile. Donc c'est ce que l'ensemble des collaborateurs du groupe Maury s'emploient à faire. Ils l'ont fait particulièrement cette année. Cette année, on a quand même déménagé une grande usine. Je tiens à remercier tous nos clients pour avoir supporté ce déménagement qui n'était quand même pas simple, mais qui est terminé et qui fait qu'on a bien réussi à mettre l'ensemble des outils de deux usines sous un seul et même toit pour garder une offre d'intégration globale et qui marche. Voilà. Donc ça c'est la bonne chose. Je tiens à rappeler également que nous misons et nous croyons dans le papier. Le papier est un support qui a un avenir. Maury est imprimeur. Maury met de l'encre sur le papier. Maury a pour ambition de continuer d'en mettre encore longtemps. Il va faire preuve encore d'agilité pour accompagner, si baisse il y a, cette baisse. Il a un avantage aussi, c'est qu'il s'appuie sur un trépied, la pub, la presse, mais aussi le livre qui est là ce soir, et le livre qu'il faut féliciter. L'usine de Normandie-Roto a imprimé le Goncourt cette année, a imprimé le féminin, a imprimé le concours des lycéens. Normandie-Roto a été une formidable fenêtre aussi pour le groupe Maury, et c'est complémentaire à une offre dédiée au monde de la presse. Voilà, du monde de l'édition en tout cas, monde de l'édition, presse bien entendu, et édition de littérature. Voilà. Un grand merci à vous tous, très bonne soirée encore. Merci pour ces belles notes positives. On va vous donner l'enveloppe. Pendant que je vous rappelle les nommés, nous avions les 200 ans du Figaro qui organise une exposition dès janvier. La stratégie multicanale du Monde et 20 minutes... Pardon, il y a une petite erreur, mais c'était 20 minutes qui se transforment en Média 360. Le stratège de l'année est donc décerné au Monde. Et je vous demande d'applaudir très fort Jérôme Fenoglio, directeur du Monde. Alors, félicitations.
Alors justement, en parlant de stratégie, donc la vôtre est quand même assez incroyable, puisqu'en 2010, vous étiez en crise et vous êtes aujourd'hui devenu un véritable leader dans la profession. Historiquement, sur le papier dont nous avons beaucoup parlé ce soir, vous avez étendu votre offre sur le digital, site, application mobile, multiplié les formats de contenu, intégré un paywall pour proposer à la fois du gratuit et du payant, et votre modèle économique repose dorénavant essentiellement sur du payant. Cela vous a permis de devenir leader de la diffusion totale en France avec 550 000 exemplaires numériques et 100 000 exemplaires print. Vous avez lancé de nouveaux produits, M le magazine, des nouvelles rubriques ciblées, des contenus anglophones avec un focus international, un positionnement plus moderne sur les réseaux sociaux pour toucher une cible plus jeune. Vous complétez votre offre traditionnelle avec d'autres revenus, comme par exemple des événements tels que le Festival du Monde ou d'autres projets spéciaux. Et vous êtes un innovateur numérique. Vous avez préféré développer votre propre outil numérique en établissant un accord avec OpenAI plutôt que de rejoindre les kiosques numériques, ce qui marque un vrai tournant vers l'exploration de nouveaux canaux technologiques. Tous vos efforts sont largement récompensés puisque vous affichez un bénéfice de 25 millions d'euros en 2024, contre, je le rappelle, une perte de 10 millions d'euros 10 ans plus tôt, et avec surtout une rentabilité pendant 9 années consécutives. Alors avec ce beau palmarès, on voit que vous êtes partout, sauf à la télévision. Est-ce que vous envisagez un jour d'avoir votre propre chaîne de télévision ? Alors bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup, c'est un très grand honneur pour moi d'avoir ce prix. Je vais répondre à votre question. De vous avoir à nos côtés. Mais non, la télévision, non, c'est pas à l'ordre du jour, il y a beaucoup de choses à faire. On fait de la vidéo, on est aujourd'hui, vous l'avez dit, on s'est transformé. La première fois que je suis venu avoir un prix à l'époque, c'était au tout début de mon premier mandat, c'était il y a 10 ans, c'était pour la matinale, qui était le début d'une série d'innovations. On les a multipliées depuis, vous en avez fait la liste, on ne va pas la refaire. Avoir une chaîne, non, c'est pas du tout pour nous, mais faire de la vidéo, faire aujourd'hui une présence audio, faire des podcasts, etc., ça oui. Tout, en fait, sauf une chaîne. J'aime beaucoup regarder la télévision, je ne veux pas que quiconque le prenne mal ici, mais ce n'est pas notre univers à nous. Notre univers, voilà, c'est d'avoir essayé de tirer vers le... Cette soirée a beaucoup penché entre positif et négatif. Nous, vraiment, c'est de tirer au maximum vers le positif. Ce qu'est un journal indépendant. On a parlé de dinosaures tout à l'heure, on a essayé de ne pas se laisser fossiliser en quelque sorte, et donc de pouvoir innover, de pouvoir toujours plus aller vers des lecteurs qui se sont rajeunis, qui se sont internationalisés, qui sont de plus en plus nombreux, vous l'avez dit, et c'est ça qu'il faut continuer. On était vénérable, pas autant que le Mélèze qui vient d'être célébré il y a quelques instants, mais on a essayé de faire pareil que ce livre-là, de se diversifier. On a tout essayé, tout exploré. On n'a pas tout réussi, mais en dehors de cette histoire de chaîne télé, donc pour le reste, on va continuer vraiment à faire le maximum pour essayer de continuer à construire une histoire qui quand même est un message vraiment de positivité. Je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui se dire qu'il faut désespérer de la presse, pas du tout. Le numérique nous a sauvés, mais le papier est toujours là également. Il est important, c'est une lecture un petit peu différente de celle du numérique à d'autres moments, et je crois que c'est très complémentaire. Nous soutenons très fortement le livre également, mais voilà, je pense que cet ensemble de publications qui crée une diversité chez nous et dans toute la presse française et dans l'univers du livre. À la fin, je crois qu'à la fin de cette soirée, ça permet avant tout, je crois, d'être positif en fait et d'être optimiste, vraiment. Merci de finir. Donc, merci à toutes et tous. Sur ces belles paroles, je vous invite à prendre une photo. Et donc, pour conclure cette soirée, je tiens à nouveau à tous vous remercier pour votre présence et votre soutien ce soir, et pas uniquement pour ce soir. Je vais donc appeler tous les lauréats et sponsors à me rejoindre. Et je vous le rappelle, n'oubliez pas votre livret de la nuit du livre en partant. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.